Nous voyons ensuite Adonis allongé sur un lit d'hôpital, luttant contre des sorcières inconnues qui le maintiennent. Les sorcières surveillent ses signes vitaux pendant qu'il est inconscient. Les sorcières ont peur qu'il ne survive pas longtemps dans cet état. Adonis continue de crier puis ses pupilles roulent vers le bas depuis sa tête. Lady Ophélia, la chef des sorcières, leur dit de ne pas abandonner. Elle s'approche d'Adonis et restaure ses sens en stimulant son cerveau. Après avoir fait son travail de magie, Adonis se réveille de nouveau sur le champ de bataille. Il voit son corps sans vie aux pieds de la soldate et est confus. Elle se présente comme Anna et explique qu'elle a utilisé sa magie pour faire un duplicata de lui. Elle se révèle comme une sorcière, qui avec Doroka, a infiltré le pays. Elle dit à Adonis que tout cela était un plan pour ressusciter Chloé. Elle l'assure qu'elle le mettra en sécurité. Adonis ne lui fait pas confiance et essaie de la questionner. Elle lui dit que les questions sont pour plus tard et demande à Madame Ophélia de le téléporter. Adonis est englouti par une boule de linge qui flotte dans le ciel. Anna regarde la boule disparaître. Elle est triste que Doroka soit maintenant sur un autre plan. Adonis se réveille au milieu des sorcières inconnues. Il tombe du lit d'hôpital en tremblant. Madame Ophélia le prend dans ses bras, le remerciant d'avoir combattu pour elle. Adonis la repousse, lui demandant qui elle est. Adonis reconnaît l'endroit comme étant la nation des sorcières. Adonis est mis dans un fauteuil roulant et on lui fait visiter les lieux. L'atmosphère de la nation des sorcières est heureuse et joyeuse. Deux sorcières se tiennent près d'un groupe de piliers. L'une d'elles l'appelle, heureuse qu'il soit maintenant en bonne santé. Adonis s'arrête pour leur parler. Elle lui dit que Chloé serait triste s'il lui arrivait quelque chose. L'autre est d'accord. Il leur demande si elles ont déjà rencontré Chloé. Elles lui disent que c'était une sorcière gentille qui s'occupait d'elles quand elles étaient plus jeunes. Elles lui disent qu'elle l'aimait. Adonis soupire juste de tristesse. Il fait signe à la sorcière qui poussait son fauteuil de continuer. Adonis est amené devant Ophélia. Il dit à la sorcière poussant son fauteuil de le laisser marcher mais Madame Ophélia refuse. Elle dit que les humains ne sont pas autorisés à marcher sur leur terre. Elle lui dit qu'il a emprunté un chemin très complexe pour arriver à leur nation et que la moindre erreur pourrait avoir de graves conséquences. Elle lui dit que son corps a été soumis à beaucoup de stress. Adonis s'examine pour s'assurer qu'il n'a pas de blessures graves. Il lui demande ce qu'elle lui a fait. Mais elle lui dit simplement qu'elle l'a invité dans leur nation, l'appelant l'apprenti de Chloé. Elle lui dit que tout le monde connaissait Chloé car c'était une sorcière gentille et intelligente. Cependant, Chloé a été bannie de la nation des sorcières. Adonis l'accuse d'être l'instigatrice de l'exil de Chloé parce qu'elle lui a enseigné la magie, à lui un humain. Ophélia lui demande si Chloé lui en a parlé. Mais il répond qu'il a passé assez de temps avec elle pour le savoir. Madame Ophélia lui dit que la magie des sorcières leur est sacrée. Elle lui dit que la magie qui leur est conférée représente leur dévotion à guider l'humanité. Elle lui dit que ce n'est pas quelque chose qui devrait être enseigné à un humain. Il ne pourrait jamais comprendre pourquoi Chloé a décidé de prendre un apprenti humain. Chaque sorcière a supplié Chloé d'abandonner Adonis et de revenir à la nation des sorcières mais elle a refusé. Malgré toutes leurs suppliques, Chloé s'est excusée auprès d'elle et est partie. Ophélia dit à Adonis que malgré tout, elle est toujours aimée de tous. Adonis lui demande avec colère si elle a fini de se remémorer le passé. Elle tend la main et invoque la plume d'Adonis au-dessus de sa paume. Elle lui dit qu'il peut la récupérer. Il se lève de son fauteuil roulant et se précipite vers Ophélia. Il repousse une sorcière qui est sur son chemin comme une feuille de papier inutile. Il dit à Ophélia de lui rendre sa plume magique. Ophélia admire calmement la plume, l'appelant un vrai chef-d'œuvre. Elle la fait flotter vers Adonis, lui disant qu'il est clair que Chloé l'a faite pour lui. Adonis tient la plume serrée contre sa poitrine avec amour et tristesse. Il dit que personne d'autre n'aurait pu lui faire une telle plume. Adonis demande à Ophélia si elle peut ramener Chloé de l'autre monde. Elle lui dit que les sorcières ne mentent pas. Adonis lève la tête et soupire de contentement. Il ouvre les yeux et il est choqué par ce qu'il voit. Il peut voir la terre à distance. Ophélia lui dit que la nation des sorcières est un endroit qu'aucun humain ne peut atteindre. Elle lui dit qu'elles sont arrivées sur la Lune il y a des années et qu'elles en ont fait une maison où les sorcières peuvent vivre en paix. Elle l'appelle Lunamilia, la nouvelle nation des sorcières, hors de portée des humains. Madame Ophélia explique à Adonis que l'avènement de la technologie a révélé la vraie nature de l'humanité. Elle lui dit que peut-être la Terre a été rendue sphérique pour que les humains ne voient pas trop loin devant eux parce que Dieu craignait pour leur avenir. Adonis lui dit qu'il n'y croit pas. Ophélia se retourne et montre à Adonis les pierres tombales de nombreuses sorcières qui ont perdu la vie. Elle lui dit que les humains sont toujours contraints par les émotions et les normes sociales. Ces émotions et ces normes sociales ont aveuglé les humains sur la vérité réelle. Elle lui raconte comment le roi pensait que les sorcières corrompraient l'humanité. Elle emmène Adonis à un arbre. Elle lui dit que l'arbre s'appelle Mytho et qu'il est capable de produire des sorcières. Il regarde l'arbre avec émerveillement. Sur l'arbre, il y a différents nids abritant des sorcières en production. Elle lui dit que les sorcières, contrairement aux humains, n'ont pas de couple reproducteur. Au lieu de cela, elles reçoivent la vie de l'arbre Mytho sous forme de fruits. Elle pense que son explication étonnerait Adonis mais il est indifférent. Elle dit à Adonis que l'arbre est le dernier arbre survivant à portée de la terre. Elle lui dit que les humains ont brûlé les autres arbres. Adonis regarde dans un certain nid et il est surpris. Ophélia lui dit que c'est le seul arbre qui peut donner naissance et régénérer les sorcières. Il s'approche de l'arbre,
incrédule, alors qu'il voit une Chloé en régénération. Il tend la main vers le nid et demande à Ophélia si c'est Chloé. Elle lui dit que non. Ce n'est qu'une sorcière qui attend de naître. Elle lui dit que pour qu'elle devienne Chloé, elle aurait besoin de sa force. Adonis ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Elle dit à Adonis que la magie est l'acte de donner une forme physique dans le monde matériel aux pensées. Elle lui dit que la magie d'invocation écrite qu'il utilise peut être utilisée pour donner forme à n'importe quoi, selon ses capacités. Elle lui dit que sa magie est suffisante pour tout rendre possible. Elle dit à Adonis qu'il pourrait sceller tous ses souvenirs dans le fruit sorcier et la faire devenir Chloé. Elle lui dit qu'il est la clé de la résurrection de Chloé. Adonis a l'air déterminé et Ophélia commence à s'éloigner de l'arbre. Elle dit à Adonis de la prévenir quand il sera prêt à commencer la cérémonie. Elle s'éloigne, laissant Adonis debout seul devant l'arbre. Adonis s'allonge dans l'herbe et réfléchit à son choix. Il n'arrive pas à croire que sa magie ressuscitera Chloé. À ce moment, Anna apparaît devant lui. Elle lui demande s'il n'a rien à lui dire. Adonis lui demande condescendant si elle s'attend à des remerciements de sa part. Elle lui dit qu'il ne peut pas être sérieux. Avec des larmes coulant sur ses joues, elle lui dit que Doroka a donné sa vie pour lui. Adonis lui dit que ce n'est pas son problème puisque c'est elle qui a planifié son évasion. Anna est en colère par sa remarque, mais il s'éloigne. Anna l'appelle, lui disant qu'elle n'a pas fini de parler. Elle lui dit que les humains sont tellement égoïstes. Elle lui dit qu'il doit se sentir chanceux de pouvoir ressusciter Chloé autant de fois qu'il veut avec l'aide de l'arbre. Elle se demande pourquoi elles ont risqué leur vie pour quelqu'un comme lui. Cela fait s'arrêter Adonis. Il se retourne et lui dit avec colère qu'elles l'ont sauvé pour qu'il puisse ramener Chloé, pour qu'elle puisse l'utiliser. Elle lui demande ce qu'il entend mais il lui dit de ne pas faire l'idiote. Il se souvient des derniers mots de Doroka alors qu'elle était dans ses bras. Elle lui a dit que la nation des sorcières prévoyait d'utiliser Chloé. Adonis dit à Anna que les sorcières pouvaient vivre dans un environnement hostile aux humains. Il lui dit qu'elles n'avaient pas besoin de construire le dôme, mais qu'elles l'ont construit pour garder les humains à l'intérieur. Il lui dit comment les sorcières prévoient d'enlever des humains avec leur magie, et leur enseigner la magie écrite pour qu'ils puissent se battre. Il lui dit qu'étant donné que les sorcières sont proches de l'extinction, elles ont besoin d'une nouvelle source de soldats. Il lui dit que c'est uniquement parce que Chloé fabrique des plumes, que les sorcières veulent qu'elle soit ressuscitée. Anna est encore plus surprise. Elle saisit son épaule et lui demande ce qu'il va faire. Elle lui demande de les aider, pour que la mort de Doroka ne soit pas vaine. Adonis lui dit qu'il ressuscitera Chloé mais que tout ce qui se passera ensuite dépendra de Chloé. Il lui dit que si Chloé n'approuve pas ce qu'elles font, alors elles deviendront son ennemi. Plus tard dans la journée, Ophélia et les sorcières commencent la cérémonie. Adonis s'approche de l'arbre et utilise sa magie pour lancer un sort d'invocation de sa mémoire. La magie est absorbée par la sorcière fruitière non née. Adonis se souvient du moment où Chloé lui enseignait Falulu, la constellation des sorcières. Il s'ennuyait de ses enseignements car il les avait entendus encore et encore. Il lui montre d'autres constellations qu'elle lui a apprises. Elle est impressionnée qu'il ait pu mémoriser les constellations. Elle pense qu'il est un prodige de la magie et qu'elle doit être une sorte de déesse pour être son enseignante. Il pointe une constellation appelée la constellation d'Adonis et accuse Chloé de l'avoir inventée. Chloé ne semble pas s'en souvenir et ils commencent tous les deux à se disputer. Adonis sort de son souvenir. Il chérissait le temps passé avec Chloé, le trouvant comme un rêve comparé à sa réalité actuelle. Il se souvient quand Chloé laissait toujours ses vêtements traîner dans la maison. Chloé se lave et lui demande de laisser les vêtements par terre. Adonis regarde à travers le rideau pour voir Chloé avec différentes ecchymoses sur le corps. Chloé lui dit de ne pas espionner. Il lui dit qu'il est inquiet à cause de la durée de son bain. Il lui dit qu'il va monter la garde. Il presse Chloé de prendre rapidement son bain avant que leurs poursuivants les rattrapent. Chloé le remercie de rester avec elle alors que des larmes coulent sur ses joues. Elle lui dit qu'elle ne peut pas vivre seule. Adonis est ému par sa déclaration. De retour au présent, Adonis admet qu'il ne peut pas vivre seul non plus. Le fruit sorcier continue d'absorber sa magie. Adonis professe son amour pour elle, et la voix de Chloé le remercie. Le fruit s'illumine, éclairant les champs. Toutes les sorcières regardent le fruit, pleines d'espoir. Le fruit finit par s'ouvrir et commence à révéler sa nouvelle forme. Mais au lieu de Chloé, c'est Doroka qui en sort. Les choses continuent, et il est révélé qu'Adonis a décidé de ne pas ramener Chloé à la vie car il ne voulait pas qu'elle ressente à nouveau la même chose. L'apprenti est d'avis que sa maîtresse n'a pas sa place dans ce genre de monde. Il se rappelle la douleur qu'elle a traversée une dernière fois. Adonis jette un autre sort, ce qui fait réaliser à Ophélia qu'il a réécrit le sortilège rituel. Anna regarde, incrédule, Doroka émerger du cocon à la place de Chloé. L'apprenti la récupère de façon théâtrale, la poussant à ouvrir les yeux. Il lui dit qu'il ne voulait pas laisser sa dette impayée. Elle est confuse mais réalise bientôt qu'ils sont à l'Unamia. Il regarde autour de lui et se souvient d'Ophélia et des autres sorcières. Elle se demande ce qu'elle fait de retour à la maison, alors que la dernière chose dont elle se rappelle est de s'être fait tirer dessus sur terre. Elle remarque qu'elle est sous sa forme naturelle et s'échappe rapidement de ses mains, embarrassée. Elle lui témoigne du respect et commence à s'excuser auprès d'Adonis de lui avoir montré quelque chose d'aussi sale et disgracieux. Doroka le supplie même d'effacer cela de sa mémoire. Elle ne sait pas que ce gars est le Shad ultime, donc il n'est pas ému par une telle vision.
Il lui jette simplement un au-dessus en lui ordonnant de se taire et de le mettre. Il explique qu'elle l'a sauvé à Rydia, donc maintenant ils sont quittes. Elle demande immédiatement des nouvelles de l'endroit où se trouve Chloé. Ophélia interrompt, demandant à Adonis comment il a pu faire une telle chose. La sorcière en chef explique qu'elles font tout leur possible pour l'aider. Elles risquent leur vie pour le sauver et soigner ses blessures. Elle souligne même qu'elles ont garanti sa sécurité et ont essayé de ramener Chloé d'entre les morts. Ophélia est juste confuse quant à la façon dont il peut ruiner tous leurs efforts. Les autres commencent à douter qu'il aimait vraiment sa maîtresse, étant donné qu'il n'est qu'un humain. Certaines se demandent même s'il a abandonné Chloé en faveur de Doroka. Ophélia demande calmement à celle-ci si elle a mis des idées dans la tête d'Adonis. Elle bafouille en essayant de répondre. L'apprenti intervient, ordonnant aux sorcières de fermer leur gueule. Il leur annonce sans détour qu'il ne ressuscitera pas Chloé et que cette décision a été prise par lui seul. Ophélia rit de ses commentaires et veut savoir devant qui il fait son intéressant. Son rire se transforme en un regard hostile quand elle l'appelle un simple humain. Son attaque est interrompue quand un phénomène se produit. Elle se demande ce que ça peut bien être. Puis la réalisation se fait jour en elle quand elle comprend. Elle se tourne vers Adonis, lui demandant s'il a fait quelque chose. Il s'excuse et révèle qu'il a été emprisonné à long terme et qu'on lui a implanté une puce qui le traque. Il leur montre la puce, puis l'écrase en informant les sorcières qu'il traquera lui-même les humains, donc elles devraient rester à l'écart. Il écrase la puce et la jette vers l'arbre. Elle est conçue pour exploser quand on la manipule. L'explosion détruit l'arbre. Ophélia regarde, dévastée, mytho, l'arbre de vie est brûlé. Le transport des humains est terminé, marqué par l'interruption de Yamato qui exprime sa surprise qu'il reste un arbre. Le directeur a une combinaison de combat blanche et fait son rapport au QG que le transfert a été un succès. En retour, on l'informe que l'analyse de l'installation non identifiée est terminée, donc ils peuvent retirer leur masque de protection faciale. La première unité fait également son apparition et encercle les sorcières et Adonis. Yamato les décrit comme des rats dans une grotte. L'apprenti est un peu offensé par sa déclaration, révélant que c'est lui qui les a invités à l'Unamia en premier lieu. Adonis le corrige, l'appelant le cimetière des humains. Pendant ce temps, une sorcière dit à Ophélia de ne pas s'inquiéter alors qu'elle jette un sort dans l'espoir d'éteindre les flammes avant qu'il ne soit trop tard. Mais un des soldats l'élimine, annulant le sortilège. Ophélia donne l'ordre de se transformer en armure de combat. Alors les sorcières commencent à opérer une transformation, grâce à une magie de renforcement. Après la transformation, on peut observer un sourire sur le visage d'Ophélia autorisant les sorcières à combattre. Pendant ce temps, Yamato et Adonis commencent leur duel. Le directeur attaque en premier, ce qu'Adonis parvient de justesse à esquiver, mais il est légèrement entaillé au visage. Il jette un sort qui fait tomber le pistolet à haute puissance de Yamato dans sa main. L'apprenti ne perd pas de temps et lui tire dessus à bout portant. L'impact brise la lame de Yamato qui tombe en arrière. Adonis rit d'excitation devant la puissance de l'arme. Le directeur reconnaît son imprudence au moment où il déploie son équipement défensif juste avant de se prendre une rafale de balles en pleine figure. Adonis continue à tirer tout en se rapprochant. La combinaison du directeur l'avertit des dégâts croissants qu'elle subit. L'apprenti lui demande sadiquement d'abandonner, se moquant de la déclaration précédente de Yamato selon laquelle il allait l'achever. Doroka tire sur son manteau et il se retourne pour voir un air de désapprobation sur son visage. Ailleurs sur le champ de bataille, les sorcières commencent leur contre-attaque en utilisant divers sorts pour vaincre les humains. La première utilise un sort de joyau pour immobiliser et emprisonner les soldats. La seconde fait appel à un serpent qui décapite les soldats. Une autre utilise des insectes qui percent les soldats de partout, suivi des attaques d'aiguilles puis des attaques avec des racines d'arbres. Cette scène est très gratifiante pour Ophélia qui cause le plus de dégâts en utilisant son sort de gravité pour soulever, rassembler et faire exploser les soldats comme s'ils étaient bombardés. Leurs résidus sont montrés sur le champ de bataille tandis qu'elle commente la fragilité des humains. Sa conviction qu'elles remporteront la victoire est instantanément mise en doute quand une autre unité prend la place de celles qui viennent d'être défaites. Elle réalise que les humains ont l'intention de les submerger par le nombre. Les hauts gradés observent l'opération sur un énorme écran. Dinasma, qui est le directeur du Bureau national de l'autorité, demande à Sirta pourquoi il y a autant de sorcières alors qu'elles sont censées avoir été exterminées. Le patron de la science nationale se tient debout tranquillement. Elles sont reliées à des machines car elle n'a plus que quelques mois à vivre à cause de son exposition au dispositif d'annihilation des photons magiques. Il exige qu'elle s'explique. Elle clarifie que certaines des sorcières se sont enfuies sur la Lune en utilisant un de leurs satellites. Elle s'excuse de ne pas l'avoir découvert plus tôt. La structure construite sur la Lune était cachée grâce à la magie. En entendant cela, Dinasma entre dans une rage folle, car l'Agence de la science nationale est la fierté des 4 bureaux, raison pour laquelle elle reçoit un budget annuel massif. Il veut savoir comment elle a pu laisser cela arriver. Dinasma estime que sa bévue devrait lui coûter plus que la vie. Shirozagi, directeur de l'agence du renseignement, lui dit de la fermer, déclarant qu'ils peuvent s'inquiéter de cela plus tard. En attendant, il devrait se concentrer sur l'éradication définitive des sorcières. On revient au moment où Yamato a découvert l'état de Yuki après qu'elle a activé un dispositif d'annihilation des photons magiques.
Il l'a regardée dans le tube et a commenté comme elle avait toujours été à ses côtés, et quand il est entré au bureau de la sécurité nationale, elle a fait de même. Quand il est devenu directeur, elle est devenue la vice-directrice la plus jeune de l'histoire du pays. Il dit que sa petite sœur est incroyable, mais souligne que la bureaucratie n'était pas du tout son fort. Pourtant, elle l'a fait quand même pour se rapprocher de son frère. De retour au présent, Yamato se rappelle ce souvenir et sa colère atteint des sommets lorsqu'il blâme Adonis pour tout et promet de le lui faire payer. L'apprenti peut sentir que quelque chose de gros approche, donc il fait signe à Doroka de reculer. Yamato ordonne à sa combinaison de combat de régler la force de ses bras à 500%. Le directeur titube et exige qu'ils reprennent leur combat. Adonis admet que Yamato est un adversaire coriace pour avoir encaissé tous ses tirs. Adonis pointe à nouveau l'arme sur lui, le suppliant de quitter ce monde avant qu'il ne presse la détente. Yamato se déplace à grande vitesse et assène un coup dévastateur qui envoie Adonis valser. Il informe l'apprenti que c'est plutôt lui qui quittera cette terre. Le directeur est dégoûté qu'il ait décidé de s'allier aux sorcières alors qu'il est humain. Doroka se précipite pour voir si Adonis va bien. Mais il la traite d'idiote et lui dit de garder les yeux sur l'ennemi. Yamato prend la pose de samouraï qu'ils prennent tous quand il s'apprête à déclencher une attaque surpuissante. La montée en puissance provoque des éclairs qui jaillissent de la combinaison. À ce moment, Yamato exprime son souhait que sa petite sœur et lui puissent mener une vie paisible quand ce sera terminé. Le gars imagina même cette réalité. Le directeur libère l'attaque anti-sorcière. C'est une tranche en forme de croissant qui couvre la zone du combat. Fidèle à son nom, elle coupe la plupart des sorcières en deux en un instant. Même Ophélia n'est pas épargnée. Adonis fait montre de ses impressionnantes capacités de limbo pour esquiver l'attaque, ne recevant qu'une entaille sur le visage. Anna sauve Doroka en jetant un sort d'annulation de la mort. Elle remercie Doroka d'être son amie et avoue son amour pour la sorcière aux cheveux roses. Doroka hurle d'horreur alors que le haut du crâne d'Anna tombe au sol. L'attaque provoque une perte de communication vidéo entre le QG et la force d'attaque. Il demande un rapport pour déterminer la situation. Doroka est assise dans la mer de liquide rouge des sorcières, pleurant la perte de sa meilleure amie, et implore que tout cela cesse pendant qu'elle hurle. Adonis jure d'éliminer Yamato. Celui-ci ignore la menace et fait son rapport au QG, annonçant qu'ils ont neutralisé avec succès les sorcières et que l'apprenti est le seul qu'il reste à traiter. Adonis devient sérieux, retirant son manteau. Il jette un sort qui équipe une armure métallique et attaque, mais Yamato bloque. Le directeur contre-attaque avec une vague tranchante, mais l'apprenti esquive et assène un puissant coup qui brise la lame de Yamato pour de bon cette fois, frappant le directeur à la poitrine. Adonis laisse échapper un sourire sinistre en voyant qu'il a fait des dégâts, et tente un autre coup de poing, mais Yamato bloque avec son autre main. Le souffle provoque des dommages internes. Il ordonne à sa combinaison de réparer les zones endommagées. Elle régénère également sa lame brisée qu'il utilise pour attaquer, mais l'apprenti bloque juste à temps. Les sorcières restantes regardent avec désespoir. Dans son dernier souffle, Ophélia leur dit de ne pas abandonner. L'autre commente que le mytho a brûlé complètement, comme c'était le dernier en existence, donc aucune nouvelle sorcière ne naîtra, ce qui signifie que leur extinction est presque certaine. L'une d'elles réitère ce qu'Ophélia a dit et ajoute même qu'elles ne peuvent plus se permettre de perdre d'autres sorcières. Sa suggestion de combattre aux côtés d'Adonis pour vaincre les humains est interrompue par une balle dans la tête. Les cris des sorcières restantes sont noyés par les coups de feu, tandis que Yamato déchaîne une autre technique impressionnante qui provoque une tornade. Adonis tente de l'intercepter mais la force le repousse. Le directeur surgit de la fumée et assène un coup à l'épaule de l'apprenti. Adonis jette secrètement un sort en même temps, invoquant une énorme lame au-dessus de Yamato qui s'écrase et lui arrache le bras gauche. Mais il ordonne à sa combinaison d'arrêter le saignement. L'apprenti remarque qu'il a le même regard de vengeance dans les yeux. Le directeur déclare qu'Adonis est trop dangereux donc il doit mourir. Il se prépare à porter le coup fatal quand on passe à l'agence de la science nationale qui tente désespérément de rétablir une image visuelle. Ils parviennent à capter un signal et voient Yamato blessé. Il transmet un message à ses collègues à la surface, annonçant qu'ils ont remporté la victoire. Sirta a l'air surpris quand il leur ordonne d'avertir le roi immédiatement que toutes les sorcières sur la Lune ont été anéanties. Les gens sur Terre acclament la nouvelle. Mais sur la Lune la tête de Yamato semble tenue par quelqu'un. Mais pour mieux comprendre, revenons un instant en arrière où le capitaine Yamato a failli trancher la tête de Adonis. Mais grâce à un cri d'arrêt de Doroka, cela n'a pas pu se produire car il avait été pétrifié par un puissant sortilège que Adonis reconnut comme étant très fort puisque c'était un sortilège de Mandragore dont la base était l'amour. Il était donc destiné à être utilisé pour la paix. C'est pourquoi, avant d'être encerclé par les militaires, Doroka appliqua rapidement son sortilège sur eux, les rendant pratiquement inutilisables. Elle put alors s'approcher de Yamato, qu'elle savait être leur leader mais dont elle ne connaissait pas le nom. Elle le lui demanda donc, et de façon presque involontaire, la bouche du capitaine lui donna son nom bien que Yamato ne sut pas pourquoi il l'avait dit. Il assura cependant qu'il ne l'avait pas vraiment fait et qu'il devrait donc faire attention car il avait affaire à un puissant sortilège. Bien que les autres sorcières regardent seulement de loin, certaines se lamentaient de leur fin prochaine tandis que d'autres ressentaient un faible espoir que peut-être, elles ne seraient pas éliminées ce jour-là.
Mais Yamato perdit rapidement son sang-froid, ordonnant qu'on le laisse bouger, ce qui déplut à Doroka. Elle activa donc rapidement sa mandragore pour finalement le laisser complètement immobile. Ce qu'elle voulait, c'était utiliser Adonis à son avantage car s'il ne pouvait pas bouger, il serait très facile de s'en débarrasser. Pourtant, Doroka avait d'autres plans, lui demandant de se rendre puisque cela n'avait aucun sens de continuer ainsi. De tels mots mirent aussi bien Yamato que Adonis en colère. Mais malgré tout, Doroka n'avait pas perdu espoir car elle voulait passer un accord avec lui dans lequel on n'attaquerait ni les autres sorcières ni Adonis et où elle ne leur ferait aucun mal. Elle proposait en outre de libérer tous ces hommes. Mais cette faiblesse de Doroka mit le cœur du héros dans une colère noire car il se rappela rapidement que c'était eux les responsables qui ont éliminé Anna, sans compter qu'il venait juste d'éliminer toutes ses camarades. Il devrait donc leur rendre la pareille immédiatement. Mais en se laissant distraire si longtemps, Yamato avait réussi à se libérer de son sortilège et il se mit rapidement à la frapper tout en lui criant à quel point il serait ridicule qu'il s'allie à la racaille des sorcières. Maintenant, elle va donc sentir toute sa colère. Et bien que son capitaine eût annulé le sortilège sur les autres soldats, il suffisait amplement pour montrer à quel point les humains étaient déterminés à éliminer chacune des sorcières. Sans compter que Yamato avait sa sœur dans une situation plus que critique à cause de l'attaque de Adonis. Il n'avait donc pas de temps à perdre avec des sorcières assassines. Pourtant, Doroka affirme qu'eux aussi le sont, ce qui arrête net le point de Yamato car Doroka affirmait qu'il est vrai que beaucoup de sang avait été versé par ses sœurs mais que les humains n'étaient en rien innocents. Même après avoir éliminé la majorité des sorcières et avoir acquis beaucoup de technologies avancées, ils étaient presque au bord de l'extinction. Pourtant, même à ce moment-là, ils avaient décidé de venir massacrer des sorcières. Cela dit, Doroka montra à nouveau sa bienveillance en lui demandant d'arrêter de se battre dans un combat sans sens. Mais ces paroles commencèrent à affecter Yamato qui, malgré une puissante haine et l'envie d'accepter son accord puisque c'était littéralement le mieux pour tous, ne pouvait oublier qu'il était humain et plus important encore, un soldat du grand empire de Rydia auquel il avait juré fidélité. Il ne devait donc pas dévier de son devoir. Mais sans le savoir, un souvenir de lui dans sa jeunesse survint, où il courait droit vers sa mère qui l'étreindrait avec une chaleur réconfortante. Mais ce n'était que le sortilège de Doroka qui avait finalement fait accepter à Yamato de mettre fin à la bataille contre son peuple. Pourtant, une épée le transperça rapidement dans le dos avant de lui trancher la tête. L'auteur n'était autre que Adonis qui ne pouvait permettre une telle absurdité. Après tout, il lui avait tout pris, ne lui laissant plus que la vengeance. Mais il félicita aussi Doroka car il reconnut que son sortilège d'amour était très puissant. Celle-ci voulait cependant une explication puisqu'elle avait réussi à faire accepter ses conditions au capitaine mais Adonis ne s'en souciait pas. Il lui offrit plutôt de s'unir à lui pour qu'ensemble, ils utilisent leur pouvoir et éliminent l'humanité qui leur avait fait tant de mal. Mais dans un changement de scène, nous voyons la capitale de Rydia, où, au palais royal, l'empereur Goété parlait sérieusement avec un messager car il n'avait pas de nouvelles de son invasion des sorcières qu'il ne permettrait en aucun cas de laisser vivre. Mais le messager, pour calmer la situation, affirmait que son capitaine ainsi que ses meilleurs soldats avaient été envoyés au combat. Il n'avait donc rien à craindre. Pourtant, Goété voulait plus d'informations. Bien que son messager lui demande patience car ils avaient temporairement perdu la connexion avec toutes les troupes spéciales. Et pour empirer les choses, l'épouse de l'empereur demanda si le jeune sorcier qui les avait attaqués se trouvait actuellement à se battre contre eux. En apprenant que c'était vrai, l'empereur commença rapidement à devenir fou, demandant même qu'il brûle la lune s'il le faut mais qu'il ne laisserait aucune sorcière en vie. Après tout, il est responsable de leur évolution, le créateur du nouveau monde et il ne laissera personne le lui enlever, encore moins avec une épouse aussi incroyable que la sienne. Continuant à dire des absurdités qui furent applaudies par ses sujets, le messager de l'armée, qui n'était pas un idiot, reconnaissait que son empereur était à la fin et était devenu complètement fou. Cela se confirma en voyant sa majesté avoir une attitude très étrange envers son épouse, se comportant pratiquement comme un bébé. Il comprit donc rapidement que cette femme était une sorcière qui utilisait un très puissant sortilège d'amour. Mais Goété était dans un excellent endroit et moment pour la sorcière qui lui ordonna de mettre fin à ses jours car c'était une bonne nuit pour le faire. Et à cause du puissant sortilège, Goété alla directement le faire, chantant une chanson dans la nuit. Alors que le messager demandait ce qui se passait, Goété assura que rien n'allait de travers pendant qu'il allait droit à sa perte. Grimpant sur les rebords du royaume d'où il prévoyait de sauter, il en profita que son messager le verrait et que tout resterait sans suite. Goété ordonna d'ailleurs à ce dernier de ne pas s'approcher car il en avait assez fait pour eux, en exterminant les sorcières, leur apportant la technologie et créant pratiquement un grand avenir pour tous. Il devrait donc lui être reconnaissant pour toujours. Mais sa reine lui ordonna rapidement de se taire car il ne cessait de parler et il était temps qu'il meure. Elle lui réordonna donc de sauter, ce qu'il fit avec bonheur à cause du puissant sortilège, s'empalant sur une grande pointe du château. Cela montra clairement au messager qu'il avait affaire à une sorcière. Il voulut rapidement appeler la sécurité car une sorcière avait envahi le château. Mais elle l'avait ensorcelé avant qu'il ne puisse le faire, si bien qu'il était désormais son esclave. Elle ordonna au messager de faire son travail et d'informer de ce qui s'était passé.
Il contacta donc rapidement ses supérieurs pour les prévenir que leur empereur avait décidé de sauter du haut de la falaise. C'était donc le parfait alibi où personne ne la soupçonnerait. Pourtant, la sorcière demanda l'opinion du directeur du renseignement, Shirozagi, qui félicita simplement la sorcière en affirmant que la marionnette avait bien joué son rôle. Il n'y avait donc pas de mal à l'avoir éliminée. Pourtant, la sorcière regretta que l'empereur ait été un homme car son sortilège d'amour ne fonctionne pas sur les femmes, qui sont plus un danger pour elle. Elle envisage donc d'éliminer les femmes, ce qui ne sembla pas fou à Shirozagi qui affirma simplement à sa maîtresse que le monde était à elle. Mais celle-ci dit ne pas le vouloir et que ce qu'elle désirait vraiment, c'était mieux. Elle n'était d'ailleurs pas très heureuse car le messager ne lui convenait pas et elle aurait préféré quelqu'un de plus haut placé. Elle menaça donc Shirozagi de les éliminer et de ramener à nouveau quelqu'un d'aussi inutile pendant que le pauvre messager se faisait sauter la cervelle sur ordre de la reine. Mais Shirozagi affirma que peut-être l'homme dans la lune serait à la hauteur d'une grande reine comme elle, bien qu'il affirmait qu'elle n'était pas reine à présent et pouvait l'appeler par son véritable nom, Dorothea, qui est une sorcière voyageant à travers les univers. Elle voulait retrouver une personne et ferait tout pour y arriver. Mais revenons à Adonis qui continuait avec son offre, que Doroka refusa catégoriquement. Pourtant, le jeune homme assura qu'elle finirait par l'accepter. Il partit donc immédiatement éliminer le reste des humains qui étaient toujours sous le sortilège de Doroka. Grâce à cela, Adonis put les tuer de la façon la plus cruelle possible car ils devaient souffrir autant que lui. Il utilisa donc sa baguette pour les découper comme rien. Et bien que Doroka s'en lamentait et voulait qu'il s'arrête, Adonis ne semblait pas vouloir le faire. Doroka, bien que cela lui fit mal, devait donc faire quelque chose même si Adonis la mettait au défi de l'oser et de le défier, sans compter qu'il n'aimerait pas la revoir mourir. La jeune sorcière devrait donc regarder le massacre continuer, y étant pratiquement obligée. Mais elle tenta de l'arrêter, affirmant que ce qu'il faisait ne servait à rien. Après tout, le passé est le passé et bien que par le passé, beaucoup de vies aient été perdues autant du côté des sorcières que des humains, ce qu'il faisait ne changerait rien. Mais lorsque Doroka eut fini de parler, Adonis avait déjà éliminé tous les humains car il voulait la tête de son ennemi pour réparer à la fois sa coupure de katana et pour utiliser ses cordes vocales. Il voulait envoyer un message, réussissant à contacter le commandement central qui était sur le point de se faire berner. Après une coupure d'énergie, ils récupérèrent le signal des soldats pour entendre de fausses paroles de soutien disant d'informer Sa Majesté qu'il ne restait aucune sorcière en vie mais que bien sûr, un tel exploit avait fait de nombreuses victimes et que lui seul avait survécu. Il ajouta qu'il ne fallait pas l'attendre car il reviendrait de son propre chef après avoir fini de chercher plus d'informations. Mais même les sorcières de la zone semblaient effrayées par Adonis qui utilisait la peau de Yamato. Depuis la Terre, la directrice scientifique réalisa que Yamato était mort puisqu'elle le connaissait le mieux. À la fin du message, nous voyons que Adonis avait utilisé la peau de son ennemi pour dire de tels mensonges. Et bien que toutes les sorcières aient été éliminées, Ophélia avait encore un souffle de vie où elle dit que Adonis avait été très intelligent car c'est ce qu'il avait voulu depuis le début, feindre sa mort face aux soldats pour que les sorcières se sentent obligées de le sauver et puissent ensuite amener les humains, éliminant à la fois les soldats et les sorcières. Pendant ce temps, il tentait d'emmener Doroka de force avec lui, ce qu'elle refusait clairement. Mais Adonis s'assure que sa magie était très bonne pour éliminer les humains, ce qui lui valut une gifle de la part de la jeune fille qui ne pouvait croire qu'il existe quelqu'un d'aussi cruel. Elle assura que si Chloé le voyait à cet instant, elle serait très déçue. Mais à la surprise des deux, une forte lumière jaillit du ciel. C'était de la magie de téléportation mais Ophélia semblait calme, assurant que bientôt il paierait pour ses crimes. Dans ses derniers mots, elle s'excusait auprès de ses filles car elle n'avait pas pu leur donner la liberté qu'elles méritaient. Et bien qu'ils soient en train d'être transportés, Adonis se retourna une dernière fois pour présenter ses excuses aux sorcières, autant pour avoir brûlé leur arbre que pour les avoir éliminées. Mais au centre de contrôle, nous avons vu qu'ils essayaient de ramener leur capitaine mais la directrice savait que c'était une grosse erreur car en fait, ils amenaient l'apprentie sorcière déguisée en Yamato. Elle avait rapidement réussi à réunir un grand nombre de soldats qui se préparaient à leur devoir consistant à venger tous les morts de la bataille et leur capitaine. Mais avant d'être transportés, l'ordre fut donné de tirer sans pitié sur tout ce qu'ils verraient, déclenchant ainsi une pluie de tirs qui anéantirait tout sur leur passage.